La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous qui avez le souci de la bonne gestion des deniers publics, je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur le projet de la nouvelle route du littoral du Conseil régional de la Réunion. La route la plus chère de France, titrait il y a quelques jours le magazine Challenge. Ce projet est une hérésie financière, un non-sens économique, une folie dont le coût ne pourra pas être supporté par les Réunionnais. Le coût de ce projet, sans un vrai raccordement à la ville de Saint-Denis, est déjà de 1,6 milliard d'euros, dont 780 millions financés par l'État. Avec les inévitables surcoûts d'un chantier en mer, ce projet coûterait près de 3 milliards d'euros. Cela induirait un remboursement annuel pour la région de près de 50 millions d'euros pendant 40 ans. C'est la Caisse des dépôts qui le dit, pas moi. Le projet actuel priverait la Réunion des ressources nécessaires pour accomplir ses autres missions. Par ailleurs, aucun autre mode de transport qui préserverait l'environnement ne pourrait être envisagé et la Réunion se verrait condamnée au tout-voiture. Oui, la route du littoral doit être sécurisée, c'est impératif, mais des options plus indiquées financièrement doivent être envisagées. Plusieurs architectes ont présenté des alternatives à ce projet qui, à tout point de vue, n'est pas abouti, notamment sur le plan environnemental. Par ailleurs, ces dépenses entraîneront une pression fiscale intolérable pour les Réunionnais. Enfin, contrairement à ce que laisse croire le Conseil régional, il est encore temps de modifier ce projet, il est encore temps d'agir avant de mettre le doigt dans l'engrenage et de se retrouver dans une spirale infernale. Sachant que nous pouvons raisonnablement envisager un projet alternatif moins onéreux, mais tout aussi efficace, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous saisir pour avis la Cour des comptes sur cette politique publique financièrement hasardeuse et par ailleurs demander au préfet de la Réunion de saisir la Cour régionale des comptes afin qu'elle se prononce sur l'équilibre économique des marchés passés. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer, que l'on écoute dans le silence, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, et Monsieur le député Thierry Robert, vous nous interrogez sur la question de la route du littoral à la Réunion. Alors, je sais bien qu'en d'autres temps, d'autres options avaient pu être envisagées. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de projet. C'est déjà un chantier et c'est déjà largement engagé. Vous savez que cette route revêt un caractère particulièrement structurant pour l'île de la Réunion, pour son économie locale et aussi pour la cohérence de l'aménagement. Il s'agit de permettre aux Réunionnais de disposer d'un axe routier sécurisé, moderne et gratuit. C'est vrai, c'est un chantier qui est extrêmement onéreux puisque, effectivement, il s'agit de l'ordre de 1,6 milliard d'euros. Mais l'État a engagé d'importants moyens financiers aux côtés de la région et nous avons conscience de l'importance stratégique de cette route, des enjeux économiques et environnementaux qui s'y attachent. Nous serons vigilants par rapport aux engagements qui ont été pris par la région Réunion pour que les impacts environnementaux soient limités au maximum. Nous allons accompagner aussi la région dans son rôle de maître d'ouvrage et nous ferons en sorte que l'information du public et la participation des parties prenantes soient respectées. Et je pense notamment aux débats et aux enquêtes publiques. Mais aujourd'hui, nous devons surtout faire en sorte qu'il y ait des instances de suivi du chantier, mais revenir en arrière ne me semble pas quelque chose de possible. Merci. La parole est à Madame Jacqueline Fraisse et je vous demande les uns et les autres de baisser le volume des murmures pour que chacun puisse s'entendre. S'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dans l'opacité la plus totale et à l'insu des populations, l'Union européenne et les États-Unis négocient depuis juillet dernier un accord de libre-échange transatlantique. Il s'agit, au nom bien sûr de la croissance et de l'emploi, d'éliminer tout ce qui pourrait gêner les intérêts commerciaux des firmes transnationales. Ainsi, au-delà de la suppression des barrières douanières, il s'agit concrètement de démanteler les normes tarifaires, réglementaires, sanitaires et environnementales qui certes protègent salariés et consommateurs, mais sont considérées comme autant d'obstacles au commerce sans limite. Va-t-on nous imposer en France, au prétexte de ces
qu'elles sont autorisées aux États-Unis, du maïs génétiquement modifié, du poulet aux hormones ou désinfecté au chlore, ou bien encore l'exploitation du gaz de schiste, alors même que le GIEC souligne l'urgence d'une véritable transition écologique. Ces questions se posent avec d'autant plus d'acuité que pour trancher les éventuels conflits entre États et multinationales, l'accord prévoit la création d'un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises de contourner les tribunaux nationaux et la souveraineté des États. Au vu des menaces qui pèsent sur les règles de santé publique, écologique, sociale et culturelle et de leurs conséquences graves pour les populations, on comprend pourquoi ces négociations se déroulent dans le plus grand secret, ce qui est inadmissible. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, vous affirmiez que la vérité est le premier principe de la démocratie, alors que des oppositions se manifestent déjà au sein même du Congrès américain. Êtes-vous prêt à faire toute la transparence sur ces négociations? La parole est à Madame Fleur Pellerin, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Madame la députée. Vous le savez, les États-Unis et l'Union européenne sont de grands partenaires commerciaux. Et je voudrais rappeler, avant de répondre plus précisément à votre question, un certain nombre de faits. Les États-Unis sont le premier investisseur étranger en France. Ça représente un stock d'investissement de 94 milliards d'euros. C'est un stock d'investissement qui est à l'origine de la création de 450 000 emplois directs et indirects dans notre pays. Les États-Unis sont par ailleurs le premier pays d'accueil des investissements des entreprises françaises à l'étranger. Donc nous sommes déjà des partenaires et nous pouvons renforcer ce partenariat dans l'intérêt mutuel de nos populations et de nos économies. Car au-delà de ces chiffres, la réalité, c'est une réalité qui est dans les territoires et dans nos populations. Partout en France, des entreprises très petites, moyennes, achètent et vendent aux États-Unis. Beaucoup d'entre elles se heurtent encore aujourd'hui à des obstacles, des droits de douane moyens de 20% pour le textile, une demande de double certification automatique avant de pouvoir exporter aux États-Unis. Et pour vous donner un exemple, une seule entreprise française est certifiée pour pouvoir exporter en matière de charcuterie aux États-Unis. Il faut pouvoir faciliter ces échanges au quotidien. Alors pour répondre à votre question, Madame la députée, sur le fond, avec Laurent Fabius, ce que nous souhaitons et avec le gouvernement, c'est un accord équilibré et porteur de croissance pour notre économie. Le 14 juin 2013, nous avons donné un mandat de négociation très clair à la Commission européenne qui négocie en notre nom avec les États-Unis. Pour répondre à votre question, nous avons déjà obtenu des concessions importantes et nous avons introduit dans le mandat de négociation des éléments extrêmement importants. L'exclusion des services audiovisuels du champ de la négociation, qui correspond à la défense de l'exception culturelle française, l'exception des marchés publics de défense au nom de la préservation des intérêts essentiels de notre sécurité, mais aussi la préservation des préférences collectives qui permettront de garantir vos inquiétudes, c'est-à-dire la préservation de nos choix en matière de préférence de santé et de protection des travailleurs. La parole est à Monsieur Hervé Mariton. Monsieur Valls, vous êtes le nouveau Premier ministre et nous vous écoutons avec attention. Vous dites qu'il faut faire des économies et vous avez raison. Moins de bruit, s'il vous plaît. Vous dites qu'il faut restaurer la crédibilité, la confiance, la souveraineté de la France et vous avez raison. C'est un peu sévère avec votre majorité, mais oui, vous avez raison de le dire. Alors ce matin, Monsieur le Premier ministre, vous êtes avancé, mais vous vous êtes en réalité dévoilé comme le Premier ministre de la baisse du pouvoir d'achat. Souveraineté, Monsieur le Premier ministre. 50 milliards d'économies, vous le savez, ne suffisent pas même à couvrir le programme de stabilité. C'est près de 100 milliards d'économies qui sont nécessaires, qui seraient nécessaires pour financer votre politique. Vous dites, Monsieur le Premier ministre, confiance. Monsieur Roman, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, pour la confiance, il faut proposer un cap, il faut donner du sens, il faut des mesures de long terme, il faut avoir le courage de mesures structurelles. Qu'en est-il? Vous nous parlez retraite, pas de réforme structurelle, mais la désindexation. Fonction publique, pas de réforme structurelle, mais des recrutements et la désindexation. Prestations sociales. Vous ne nous parlez pas réforme structurelle, vous ne nous parlez pas responsabilité, vous parlez encore des indexations. Sur la protection sociale, seule la mystérieuse modernisation de la politique familiale apparaît votre victime obsessionnelle. Sur le chômage, Madame Filippetti ce matin, sur une rare réforme structurelle qui a été proposée ces dernières semaines, bas retraite sur la commande,
des intermittents du spectacle. Monsieur le Premier ministre, vous esquivez, vous vivez d'expédients. La désindexation est peut-être nécessaire, mais elle ne fait pas une politique. Vous demandez un effort aux Français. Faut-il encore que cet effort ait un sens, qu'il serve à quelque chose? Cet effort, Monsieur le Premier ministre, vous risquez de le gaspiller. Alors, Monsieur le Premier ministre, dites la vérité aux Français. La parole est à Monsieur Michel Sapin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur Mariton, nous attendons bien entendu des explications précises de votre part sur les 100 milliards d'économies que vous souhaitez faire. Mais vous m'interrogez sur les 50 milliards et donc je vous répondrai sur ce point. On écoute la réponse, s'il vous plaît. Pourquoi devons-nous faire des économies dans les dépenses publiques? Pas par un principe absolu, pas parce que la dépense publique serait mauvaise en elle-même. Au contraire, elle est utile à la cohésion sociale, elle est utile en termes de services publics, elle est utile pour l'éducation des jeunes, elle est utile pour préparer l'avenir. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui financer autrement que par des baisses de dépenses publiques les actions, les politiques que nous sommes en train de mener. D'abord, les politiques en faveur de la compétitivité de nos entreprises, pour que, en profondeur, ces entreprises aient la capacité d'investir et de créer des emplois. Nous ne pouvons pas financer les baisses d'impôts, car il y a des baisses d'impôts et de cotisations dans ce pacte de responsabilité et de solidarité pour les entreprises et pour les ménages. Nous ne pouvons pas le faire autrement, nous ne voulons pas le faire autrement que par des diminutions de dépenses. Les uns ou les autres, vous comme nous, jusqu'alors, nous l'avons fait par des augmentations d'impôts. C'est terminé. À partir de 2015, c'est par des baisses de dépenses publiques. Et la troisième raison, vous l'avez appelée souveraineté, vous avez raison de le dire, parce qu'on ne peut pas avoir un pays qui voit augmenter sa dette continuellement et continuellement. Vous avez les chiffres en tête. Vous savez à combien la dette de la France représentait par rapport à la richesse de la France il y a 10 ans. 50%. Vous savez combien cette dette représentait lorsque Nicolas Sarkozy a été remplacé par un autre président de la République, François Hollande? 90%. Ça ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, nous avons décidé de stopper cette augmentation de la dette par une diminution des dépenses publiques. Merci. La parole est à Monsieur Bruno Le Roux. Monsieur le Premier ministre, depuis 2 ans, on écoute. notre majorité s'efforce de réparer la France qui a été abîmée. L'explosion des déficits et de la dette publique, l'abandon de notre appareil productif avec une désindustrialisation qui, sans réaction de notre part, aurait fini par engloutir notre modèle social, et l'absence totale de réformes de structure dont aucune n'a été mise en place avant notre arrivée. Vous avez engagé, nous avons engagé, c'était indispensable, la bataille de l'emploi. Nous avons mis en œuvre le chantier du redressement productif et de la compétitivité. Monsieur le Premier ministre, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Oui, il faut réussir le pacte de responsabilité qui doit permettre à la France de retrouver la croissance, l'emploi et son rang de grande puissance économique qu'elle avait perdu toutes ces dernières années. Oui, il faut redonner du pouvoir d'achat aux salariés, car la récompense du travail et de l'effort ne peut être la baisse des salaires que veulent certains au MEDEF ou à droite. Oui, il faut réduire les déficits et demain la dette publique pour éviter l'asphyxie et préserver notre capacité à désendetter et à décider de notre avenir. Chers collègues, faire des économies, ce n'est jamais facile. Cela exige du courage, de la constance, de l'abnégation et le sens de la justice. Députés de la majorité, Monsieur le Premier ministre, nous vous soutenons pour refuser l'austérité et les coupes aveugles et porter, comme vous le faites, une nouvelle ambition. Députés de la majorité, Monsieur le Premier ministre, nous pensons que le travail doit être récompensé et que la plus grande des injustices est le chômage. Députés de la majorité, Monsieur le Premier ministre, nous sommes les garants de la justice et c'est à ce partenariat volontaire et ambitieux que nous devons réussir en France, car rien d'autre ne nous rassemble que le fait de faire retrouver la puissance à notre pays qui doit être la sienne. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Bruno Le Roux, la démarche du gouvernement est claire. Elle s'appuie sur l'engagement du Président de la République pris le 14 janvier dernier de mettre en œuvre
un pacte de responsabilité et de solidarité au service de l'emploi et de réaliser en même temps les économies indispensables pour le financement de ce pacte et pour préserver notre souveraineté nationale. 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques, c'est donc la feuille de route que le président de la République nous a fixée et que j'ai rappelée ce matin. Ces économies ont 3 objectifs et je veux les rappeler rapidement. Le premier, oui, c'est donc bien la mise en œuvre du pacte en faveur de l'emploi pour soutenir les entreprises, les PME, les PMI, les TPE, les commerçants, les artisans, pour libérer les énergies, pour créer les conditions de la richesse et donc l'emploi. Et je le dis très clairement ici à l'Assemblée nationale, sans remettre en cause nos règles sociales et sans remettre en cause le SMIC. Je fais confiance aux entrepreneurs de ce pays et je dis clairement et nettement au patronat et notamment à M. Gattaz, on ne touche pas au modèle social de notre pays parce que c'est une garantie aussi pour notre cohésion sociale. Le deuxième objectif, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux salariés et notamment par la baisse des impôts, parce que depuis 4 ans, les Français ont subi trop de hausses des impôts et de la fiscalité. Et nous proposerons, avec Michel Sapin et Christian Eckert, une discussion avec le Parlement et avec la majorité, bien sûr, pour trouver les mesures indispensables de baisse des impôts que nos concitoyens attendent. Ils l'ont dit clairement à l'occasion des dernières élections municipales. Et le troisième objectif, c'est la réduction de notre déficit public, non pas parce qu'on nous le demande à Bruxelles, non pas parce que nous serions attachés à je ne sais quelle orthodoxie, mais parce que notre pays ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens et parce que nous ne pouvons pas supporter de vivre avec 57% des dépenses publiques qui entravent la richesse de notre pays. C'est une des dépenses les plus élevées d'Europe et nous avons là aussi, et vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, un besoin impératif de désendetter notre pays. Il en va de la souveraineté nationale. Nous ne pouvons pas accepter que ce soit les marchés qui dictent la politique économique à notre pays. Enfin, au-delà de toutes les mesures qui ont été évoquées et que vous connaissez, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelques jours, au moment où l'Assemblée aura à voter sur la stratégie, sur le triennal et sur les engagements qui sont ceux de la France. Je veux dire clairement que dans les choix que nous avons faits, nous avons préservé les engagements du président de la République pris devant le peuple, c'est-à-dire la jeunesse et l'éducation nationale. Et nous avons préservé le fait notamment de créer les 60 000 emplois dont l'éducation, l'école, l'université, la recherche, l'université, la jeunesse de ce pays ont besoin. Parce que nous considérons que la sécurité est une priorité, nous avons préservé les emplois dans le domaine de la sécurité, de la justice et de la pénitentiaire, parce qu'il en va là aussi d'une demande de nos concitoyens. Il ne s'agit pas de mesures d'austérité, il s'agit tout simplement de gérer ce pays comme nous le demandent les Français, en préservant, en maîtrisant la dépense publique. Et chacun doit faire les efforts. L'État, l'assurance maladie, les prestations sociales, les collectivités territoriales. Cet effort, il sera juste, il sera réparti. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs les députés, que le 30 prochain, chacun sera au rendez-vous de ses responsabilités. Continuez, oui, à redresser le pays dans la justice ou faire en sorte, malheureusement, à ce moment-là, que nous ne puissions pas continuer en avant. C'est ainsi que je vois la responsabilité de ce gouvernement, c'est ainsi que j'entends la responsabilité de la majorité, c'est ainsi, j'en suis sûr, que l'ensemble des parlementaires le voient. Nous avons besoin de rassemblement, nous avons besoin d'unité pour redresser le pays et c'est ce que je demanderai à l'Assemblée nationale. La parole est à Madame Karine Berger. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Monsieur le ministre, je sais que toutes les forces de notre pays sont prêtes à s'unir pour rendre à la France la puissance économique qu'elle n'aurait jamais dû céder. Et la seule façon de s'unir, c'est par le dialogue social que le gouvernement et le président de la République sont en train de reconstruire autour du pacte de responsabilité. C'est parce que j'ai confiance dans le dialogue social de notre pays que les propos de M. Gattaz,
patron du MEDEF, demandant l'abandon du SMIC m'ont profondément choqué. Alors que la situation du pays exige du respect et de la responsabilité, M. Gattaz fait retomber le MEDEF au temps des provocations du CNPF. M. Gattaz provoque non seulement tous les salariés dont il bafoue le travail et les difficultés de la vie quotidienne, mais il provoque également tous les responsables de PME de notre pays qui ont à cœur le respect de leurs salariés et le fait de leur permettre d'avoir plus de pouvoir d'achat. À l'instar de M. Gattaz, plusieurs voix se sont fait entendre. Récemment, je pense à des économistes libéraux, je pense aux plus ultras de l'opposition, pour mettre au panier une garantie sociale fondamentale. Quel est le point commun entre tous ces gens? Ils n'auront jamais de toute leur vie à nourrir, à loger, à éduquer et protéger leur famille avec seulement 1 128 € par mois. Ce qui les rapproche également, c'est que les Français leur ont dit non à plusieurs reprises, en 1994 face à M. Balladur, en 2006 face à M. de Villepin, et qu'ils continuent à réclamer cela. Quelle sera la prochaine étape? Supprimer la réglementation de la semaine de travail, comme M. Fillon l'a demandé récemment, ou directement réduire notre code du travail en confetti? Monsieur le ministre, le Premier ministre vient de confirmer que le SMIC ne serait pas abandonné. Quelle est votre vision du dialogue social? La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Karine Berger. Depuis la publication du rapport Gallois, les Français sont informés, on peut le dire, du retard de compétitivité que nos entreprises avaient pu accumuler durant une dizaine d'années. Pour permettre à ces entreprises de retrouver dans la compétition internationale leur place et donc pour l'emploi, le gouvernement s'est attaqué à ce problème à travers 2 mesures que vous connaissez. Le crédit impôt compétitivité emploi et également des annonces de baisse de cotisations sociales. C'est un effort sans précédent de près de 30 milliards d'euros en faveur des entreprises, mais en réalité en faveur des salariés et de l'emploi, qui a donc été annoncé. Ces mesures, Madame la députée, sont au cœur du pacte de responsabilité et de solidarité qui, lui, s'est bâti dans le dialogue social. Le dialogue social, vous l'avez dit, c'est la marque d'une société moderne, d'une société apaisée. C'est la recherche permanente du compromis social. C'est une méthode, celle du président de la République et du gouvernement, qui nous permet de tendre vers plus de croissance. C'est pourquoi, je voudrais le dire ici, les propos de M. Gattaz, qui stigmatisent les jeunes, sont une provocation, s'apparente à une provocation en rupture avec le principe même du dialogue social. À cet égard, les réactions indignées des organisations syndicales et certaines patronales le démontrent clairement. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, je voudrais dire clairement qu'il est hors de question de remettre en cause le SMIC, que ce soit pour les jeunes, ce qui contribuerait à les stigmatiser, ou pour l'ensemble des salariés. Merci. La parole est à Madame Annie Genevard. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et porte à nouveau sur la réforme des rythmes scolaires. Monsieur le Premier ministre, vous prévalez aujourd'hui d'un résultat de 92% de maires ayant rendu leur copie sur la réforme des rythmes. Or, et vous le savez, c'est sous la contrainte des directeurs académiques que les maires se sont résolus la mort dans l'âme à donner un avis sur la nouvelle organisation du temps scolaire. En réalité, les difficultés de mise en œuvre sont kafkaïennes et légitiment leur désarroi. Les compensations financières sont partielles et incertaines dans la durée, alors même que votre gouvernement opère une saignée inédite dans les budgets locaux et augmente ainsi la dépense publique. En évoquant ici même, Monsieur le Premier ministre, il y a une semaine, la possibilité d'un assouplissement, vous avez suscité beaucoup d'espoir chez les maires, espoir douché immédiatement, puisque l'entourage du ministre de l'Éducation affirme ni retrait, ni report, ni libre choix. C'est un double langage inacceptable. La question de fond est celle de la réussite des élèves à laquelle les maires sont évidemment très attentifs.
Mais c'est avant tout dans le système scolaire qui est à la peine qu'il faut aller chercher des solutions à ce défi. La colère gronde chez les maires, Monsieur le Premier ministre. Vincent Peillon a trébuché sur cette réforme. Plus dure pourrait être la chute de celui qui confondrait courage politique et obstination et qui prendrait le risque de n'écouter ni les enseignants, ni les parents d'élèves, ni les maires, majoritairement opposés à cette réforme imprudente et inopportune. Merci. La parole est à Monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. D'abord, je voudrais me réjouir de l'annonce qui a été faite il y a quelques instants par le Premier ministre devant vous et de la confirmation qu'au terme de ce quinquennat, 60 000 postes supplémentaires seront créés dans l'éducation nationale. Et je pense que vous-même, Madame Genevard, aurez à cœur de vous réjouir avec moi, puisque dans votre académie, dans votre département, en dépit d'une démographie scolaire qui est à la baisse, il y aura plus de postes, donc un taux d'encadrement à la hausse dans votre département, ce qui vous réjouira, je l'imagine. Nous pourrons ainsi continuer à financer la priorité aux primaires. Nous pourrons aussi continuer à financer la scolarisation avant 3 ans. Nous pourrons ainsi continuer à financer la formation initiale des maîtres. Nous pourrons ainsi continuer à financer la refondation de l'éducation prioritaire, tant d'objectifs nécessaires à la lutte contre les inégalités sociales. Cette priorité à la jeunesse, elle s'incarne aussi dans la réforme des rythmes scolaires. Tous les comités, toutes les commissions, tous les rapports, toutes les études ont dit la même chose depuis 30 ans. L'organisation du temps scolaire est mauvaise en France et elle contribue à l'échec dès le primaire. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé cette réforme des rythmes scolaires. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, conformément au retour du terrain, s'est prononcé en faveur d'un ajustement et d'un assouplissement de cette réforme. En clair, j'ai donné des instructions aux recteurs et aux DAZEN, inspecteurs d'académie et inspecteurs d'éducation nationale, pour faire en sorte que le cadre réglementaire s'adapte aux expérimentations et pas l'inverse. Nous prendrons en compte vos propositions dès lors qu'elles servent l'intérêt général, c'est-à-dire la réussite de l'élève. C'est la position du gouvernement, elle est ouverte et nous vous invitons à participer à cette discussion. Merci. La parole est à Madame Danielle Hoffmann-Rispal. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Ma question... Monsieur Chrétien, s'il vous plaît. Merci, chers collègues. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le ministre de la Défense. Permettez-moi d'y associer Catherine Coutel, présidente de la délégation aux droits des femmes. Vous avez présenté hier un plan d'action pour lutter contre les violences sexuelles et le harcèlement dont sont victimes des femmes militaires dans les armées. Ce plan fait suite à la remise du rapport du contrôle général et de l'inspection générale des armées et du livre enquête paru fin février de Léla Minano et Julia Pasquale. Si le harcèlement sexuel et le harcèlement moral ne sont absolument pas une priorité, une particularité de l'armée française, mais excusez-moi pour le mot, elle n'est pas à l'abri de ce genre d'agissement et se doit de lutter efficacement contre toutes les formes de violence faites aux femmes. En 2008, l'OTAN avait pourtant attiré l'attention d'un de vos prédécesseurs sur les mesures à prendre en faveur des personnels féminins des armées. Cette féminisation n'a pas été suffisamment accompagnée. La mixité est pourtant une valeur qu'il faut préserver et renforcer. Les opérations extérieures, les écoles sont encore parfois le théâtre de comportements machistes, sexistes, parfois violents. Et le silence s'abat sur les victimes qui sont dissuadées de porter plainte, rejetées, culpabilisées. Aucune statistique ne rend compte pour l'heure du phénomène et c'est un sujet encore trop ignoré. Monsieur le ministre, dès que vous avez été informé, heureusement, vous avez tout de suite réagi et demandé ce rapport. Pouvez-vous dire à la représentation nationale les mesures que vous allez prendre? Martin Luther King disait « Il y a pire que le crime, il y a le silence ». Monsieur le Président, encore un mot. Je tiens à remercier du fond du cœur et à exprimer toute ma gratitude à l'ensemble des membres, je dis bien à l'ensemble des membres de cette Assemblée. Et je voudrais également remercier mes électrices et mes électeurs pour la confiance qu'ils m'ont apportée pendant ces 12 ans. Merci Madame Hoffmann-Rispal.
La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Madame Danielle Hoffmann-Rispal, merci de me faire l'honneur de me poser cette dernière question sur un sujet qui vous tient à cœur. Je voudrais vous dire d'abord qu'il n'y a pas de culture du silence dans les armées françaises. Vous le savez, Mesdames et Messieurs les députés, les armées françaises sont les plus féminisées d'Europe. 15% des militaires sont des femmes. Elles servent dans tous les domaines, que ce soit pilotes de chasse, médecins, convoyeuses de l'air. Elles sont juristes, elles seront demain sous-marinières ou chefs de bataillon à l'école de Saint-Cyr. Cette présence féminine est une force, c'est aussi un motif de fierté. Mais cette féminisation des forces doit se poursuivre avec détermination. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un observatoire de la parité dans les armées. Toutefois, et vous l'avez dit, il y a en même temps une nécessité de mener une lutte implacable contre les agressions, les comportements d'agression sexuelle et de violences faites aux femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé le plan d'action dont vous venez de parler, qui comporte 4 axes prioritaires. D'abord, l'accompagnement des victimes par la mise en œuvre de cellules appropriées, indépendantes de suivi des comportements et des victimes. Ensuite, la prévention par l'inscription de cette nécessité dans le Code de la défense. Enfin, la transparence. Vous indiquez la nécessité d'avoir des statistiques. Il y aura des statistiques annuelles à cet égard. Et enfin, les sanctions par des procédures disciplinaires adaptées et renouvelées. Voilà le plan que j'ai proposé avec un seul objectif pour les armées, tolérance zéro. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Goujon. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Une note de service du commissariat de police du 6e arrondissement préconisait hier, je cite, de localiser les familles roms vivant dans la rue et de les évincer systématiquement. Les termes sont discutables, pas la réalité qu'elle décrit. Savoir que ces familles dans la rue, avec des enfants en bas âge, on y a même vu un nourrisson de 2 mois, est intolérable. Des réseaux mafieux exploitent sans vergogne la misère humaine et pratiquent de surcroît une délinquance de masse. Ainsi, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a constaté que plus du quart des cambriolages, le tiers des vols à la tire, les 2 tiers des vols simples sont le fait de Roumains et d'Européens de l'Est multimis en cause, parmi eux 40% de mineurs. Ministre de l'Intérieur, vous appeliez à sortir de l'hypocrisie, affirmant, je vous cite, que les Roms avaient vocation à retourner en Roumanie. Votre porte-parole, Stéphane Le Foll, déclarait hier qu'il fallait les faire retourner d'où ils viennent. Pourtant, dans le même temps, votre ministre de l'Intérieur prévoit de renoncer au contrôle de police pour ces populations. La nouvelle maire de Paris compte installer des villages de Roms dans tous les arrondissements parisiens après avoir fait annuler les arrêtés anti-mendicité agressive. Enfin, s'il vous plaît, votre nouveau secrétaire d'État à l'Europe, Harlem Désir, qui exigeait, on s'en souvient, le retour en France de la famille de la célèbre Leonarda, se reniera-t-il aujourd'hui en demandant des comptes à la Roumanie et à la Bulgarie, qui ont reçu 17 milliards d'aides européennes pour insérer les Roms et de veiller au retour de leurs ressortissants. Dans cette invraisemblable cacophonie au plus haut niveau de l'État, il vous faut enfin, Monsieur le Premier ministre, déterminer une ligne claire. Avec quelles mesures concrètes atteindrez-vous donc l'objectif que vous êtes vous-même fixé et contesté par plusieurs membres de votre gouvernement comme par une partie de votre majorité? Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup, Monsieur le député Goujon, pour votre question qui permet d'apporter toutes les précisions utiles. Vous demandez une ligne claire. La ligne du gouvernement sur la question que vous évoquez est connue et je veux en rappeler les principes. Tout d'abord, pour ce qui concerne les contrôles effectués par la police nationale, ils ne peuvent, conformément à la loi, ne viser à aucun moment des personnes en raison de leur appartenance nationale ou de toute autre forme d'appartenance. Je l'ai simplement rappelé hier par un communiqué en rectifiant la note à laquelle vous avez fait référence, tout simplement parce que la police de France est attachée
au respect des principes républicains et je veux rendre hommage à tous les policiers qui, à Paris et par ailleurs en France, dans le respect de ces principes, font un travail absolument remarquable pour que la sécurité de tous les Français soit assurée. Deuxièmement, vous posez la question des Roms à Paris. La brigade d'assistance aux personnes sans abri, comme la mission des personnes sans domicile fixe de la ville de Paris, vous le savez, fait un travail partout dans les quartiers de la ville de Paris pour que la sécurité soit assurée et qu'un accompagnement social soit apporté à ces familles. Quelles sont les actions de la police nationale? Les actions de la police nationale visent à faire en sorte que la mendicité, lorsqu'elle est agressive, que la situation des jeunes enfants qui sont dans la rue parfois pendant de longues heures et qui peuvent se trouver exposés à de la maltraitance soit traitée conformément aux règles et aux lois de la République. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la police nationale saisit le procureur pour déplacement provisoire lorsqu'il y a des cas de maltraitance constatés. Et je veux redire ici que la police nationale, sur le territoire de la capitale comme partout en France, fait un travail remarquable pour que les faits que je viens d'évoquer ne s'amplifient pas, ne se développent pas et que le droit soit respecté. Enfin, pour ce qui concerne les populations roms, je veux rappeler que nous sommes très déterminés à faire en sorte que les campements illicites ne se multiplient pas et qu'il soit mis fin à ces campements illicites et que les populations roms soient intégrées dans leur propre... Massonneau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'économie et du redressement productif, l'industrie de l'automobile en France souffre de nombreuses difficultés, comme nous le rappelle chaque jour l'actualité. Dans mon département de la Vienne, 2 entreprises illustrent ces difficultés. Les employés de Fédéral Mogul, dernière entreprise de France à fabriquer des pistons de moteur, sont dans une incertitude absolue. La fermeture du site est déjà annoncée. C'est l'avenir de plus de 250 salariés que nous devons protéger. Les fonderies Poitou-Fonte, qui réalisent des carters cylindres, accusent quant à elles 18 millions d'euros de pertes sur les 4 dernières années. Un chiffre qui inquiète logiquement les 439 salariés du site qui s'interrogent sur l'avenir de la fonderie. Alors que l'automobile était l'un des piliers industriels du Nord-Vienne, la menace qui pèse sur presque 1000 emplois n'est donc pas anodine. Si ces 2 situations ne sont que 2 exemples parmi tant d'autres, ils illustrent parfaitement la crise industrielle que nous traversons. Les 2 entreprises travaillent sur des moteurs diesel et les services recherche et développement des 2 entreprises sont les premiers impactés. L'enjeu, Monsieur le Ministre, c'est la transition industrielle et notamment la transition du secteur automobile. Cela passe par la réunion des différents acteurs. Il faut mettre autour de la même table les salariés, leurs représentants syndicaux, les dirigeants d'entreprise, l'État et les collectivités locales. Il faut, en outre, mettre en œuvre une transition industrielle basée sur une diversification et une reconversion des sites en difficulté et sur une politique en faveur des énergies moins polluantes. Autrement dit, sortir du tout diesel et préserver la recherche. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer quelle politique vous comptez mettre en place afin de préserver notre entreprise et quels moyens seront affectés à cette indispensable transition industrielle? Merci. Merci. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée du numérique, Madame Axelle Lemaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Massonneau, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence d'Arnaud Montebourg qui est retenu auprès de vos collègues au Sénat et m'a chargé de vous répondre. La compétitivité dans notre pays a baissé dangereusement depuis maintenant un certain nombre d'années et les performances comparées de notre appareil productif conduisent à des défaillances sur le territoire. Notre travail avec Arnaud Montebourg consiste à la fois à mener des politiques nationales pour restaurer cette compétitivité en lien avec les assemblées parlementaires et au cas par cas, à chaque fois que cela est possible, à chaque fois qu'une entreprise présente des signes de défaillance, de trouver les solutions avec l'ensemble des partenaires. Le gouvernement remercie d'ailleurs les élus pour leur mobilisation sur ces dossiers, ainsi que les syndicats et les sous-traitants locaux. C'est précisément pour faire face à ce type de situation qu'a été créée l'institution des commissaires au redressement productif dans les régions. Alors, concernant plus précisément le sous-traitant Fédéral Mogul,
qui se trouve à Chasseneuil S'il vous plaît, et s'il vous plaît. emploie près de 250 salariés. C'est une affaire difficile. Dans la sous-traitance automobile de rang 2 ou 3, nous constatons beaucoup de défaillances liées à l'absence d'investissement, à l'obsolescence des investissements réalisés ou, comme c'est le cas dans ce dossier, à des investissements qui ne sont jamais intervenus. Nous avons besoin de nous réunir. Le ministère conviendra rapidement d'un rendez-vous avec l'ensemble des partenaires. S'il vous plaît, la écoutez. transformation de notre industrie automobile est également une priorité. Avec les parlementaires, soyez assurés. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, lorsque vous étiez dans l'opposition, vous n'avez eu de cesse de pilonner les propositions du gouvernement Fillon de l'époque, surtout celles qui réduisaient les dépenses publiques, les dépenses sociales et le coût du travail. Aujourd'hui, vous les reprenez à votre compte. J'ai envie de vous dire chiche. Ayez ce courage. 21 milliards d'euros sur 3 ans sur les dépenses de protection sociale, c'est 7 milliards par an sur un budget global d'environ 700 milliards d'euros par an, soit environ 1% d'effort. Mais est-ce que cela sera suffisant aux yeux de Bruxelles ? On pourrait en douter d'après leur réponse de ce matin. Monsieur le Premier ministre, nous voudrions savoir quelle baisse des dépenses d'assurance maladie appliquerez-vous ? Est-ce que vous toucherez à la médecine de ville ? Est-ce que vous toucherez encore à l'industrie pharmaceutique qui est en grande difficulté ? Quelles réformes structurelles imposerez-vous à l'hôpital public où il y a des marges de manœuvre toujours idéologiquement oubliées ? Remettrez-vous par exemple le jour de carence ? Reverrez-vous les 35 heures à l'hôpital et sans aucun tabou, restructurez-vous l'offre hospitalière et les coopérations territoriales. Écoutez la Fédération hospitalière de France qui est pleine de bon sens et qui vous a interpellé il y a quelques jours. Faites de vraies réformes, Monsieur le Premier ministre. Les retraités, les familles ne doivent pas être des seules variables d'ajustement et être encore pénalisés. Nous ne le voulons pas. Alors, Monsieur le Premier ministre, les Français doivent savoir, les Français veulent savoir, la représentation nationale veut également savoir quelles seront vos propositions, et des vraies propositions. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Pierre Door, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous savez mieux que quiconque que notre système de protection sociale, notre système de santé en particulier, font la fierté de la France. Ce système de santé fait notre fierté parce qu'il garantit l'excellence des soins et il garantit à chacune et chacun de nos concitoyens de pouvoir y accéder. Et c'est cela qu'il faut garantir parce que c'est une protection pour les classes moyennes, une protection pour les catégories populaires. L'effort à réaliser, 10 milliards d'euros dans le secteur de la santé, l'effort à réaliser est à portée de notre possibilité puisque nous avons engagé ce travail, non pas comme vous l'avez fait au cours des dernières années en multipliant les déremboursements, en multipliant les franchises, mais en réorganisant notre système de santé. Et nous allons poursuivre en mettant en avant des réformes de structure. D'abord, nous avons la volonté de privilégier les soins de proximité, par exemple en favorisant la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire en évitant des hospitalisations trop longues ou inutiles. Des efforts doivent être réalisés dans ce domaine-là. Deuxième exemple, nous avons la volonté de poursuivre l'effort engagé en matière de maîtrise de consommation de médicaments. Pour la première fois cette année, nous avons réduit la consommation de médicaments dans notre pays. Nous devons poursuivre et favoriser l'innovation au détriment d'une consommation systématique. Enfin, troisième exemple, nous devons réorganiser notre système pour faire en sorte que des actes qui ne sont pas directement utiles, qui sont redondants, ne se multiplient pas. Et c'est de cette manière-là, après la réforme structurelle des retraites, que nous engageons la stratégie nationale de santé. Merci. La parole est à Madame Colette Capdevielle. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État au numérique. Madame, la nouvelle législation européenne en matière de protection des données personnelles,
qui doit harmoniser les pratiques et définir les obligations des entreprises intermédiaires et responsables de la collecte et du traitement de ces données sur les réseaux, n'a toujours pas été adopté. La Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le 8 avril dernier la directive du 3 mars 2006 sur la conservation des données. Malgré une deuxième condamnation par la CNIL pour violation de la loi sur la protection des données personnelles, le géant Google n'a rien changé de ses pratiques au mépris de nos principes. Les menaces sur nos libertés peuvent venir de certains États et désormais de grands opérateurs privés. Les consommateurs sont totalement désarmés face aux géants de l'Internet qui imposent d'illisibles conditions générales d'utilisation de leurs services et s'autorisent la collecte massive des données personnelles à des fins d'exploitation commerciale et de ciblage publicitaire. Et ce, sans notre accord, et ce, sans limite. L'UFC Que Choisir a lancé une grande campagne de sensibilisation des consommateurs sur l'utilisation des réseaux sociaux et des services Internet. Enfin, sur l'absence de neutralité des résultats affichés par Google sur son moteur de recherche, utilisé par près de 90% des Européens, le Bureau européen des unions de consommateurs s'est joint à la plainte instruite au niveau européen en matière de pratiques de concurrence. Jamais dans l'histoire un acteur ne s'est trouvé dans la situation de contrôler l'accès à l'information et collecter autant de données sur chacun d'entre nous. Ce défi au droit est aussi un danger pour les grands équilibres de l'Internet. Il ne s'agit plus seulement d'un enjeu économique de concurrence, mais de défense des citoyens. Dans ce domaine, la France a souvent montré l'exemple. Madame la ministre, quelles sont les intentions du gouvernement en matière de protection des droits fondamentaux des citoyens, notamment la protection de la vie privée? La parole est à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Capdevielle, vous avez raison de décrire ce que ressentent beaucoup de nos concitoyens, un sentiment d'impuissance et de vulnérabilité face aux risques que véhicule le développement fulgurant des outils numériques, des réseaux sociaux et des grandes plateformes, souvent américaines. L'accompagnement des transformations économiques, sociales et environnementales liées au numérique est une priorité de ce gouvernement. Tout le défi qui se pose à nous est de réussir à transformer la réalité et la perception de ces menaces en objet de confiance pour les citoyens, confiance pour les usagers, les consommateurs, les entreprises et l'État, de le transformer en source de croissance et de création d'emplois et en vecteur d'inclusion des individus et des territoires. Faire comprendre et agir pour que le numérique soit partout, par tous et pour tous. La France figure parmi les nations pionnières dans l'affirmation du droit au respect de la vie privée et a défini dès les années 1970 un cadre protecteur qui a été par la suite étendu à l'ensemble de l'Europe et à plusieurs autres régions du monde. Il faut désormais renouer avec cette tradition pour l'inscrire dans toute la modernité numérique du contexte actuel. L'invalidation de la directive européenne que vous avez évoquée nous rappelle la difficulté de trouver un équilibre entre protection de la confidentialité des communications d'une part et protection des intérêts fondamentaux de la nation de l'autre. Les règles du jeu de la régulation et de la concurrence au niveau européen doivent aussi changer pour faire émerger de nouveaux acteurs plus respectueux de nos valeurs fondamentales. Il faut aller plus loin sur ces questions en France, au Parlement, avec la société civile et avec l'ensemble des acteurs du numérique pour adapter notre régime des données numériques. La parole est à Monsieur François Rochebloine. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne le ministre des Affaires étrangères. Chaque jour, la crise ukrainienne retient notre attention. Une crise d'une particulière gravité qu'aucun Européen ne peut, en ces circonstances, sous-estimer du fait des graves tensions qui existent entre séparatistes pro-russes et pro-ukrainiens dans l'est du pays. L'escalade se poursuit au point de faire craindre aujourd'hui une possible guerre civile. Depuis samedi, les activistes pro-russes ont lancé une opération coordonnée de déstabilisation en s'emparant de centres névralgiques, en occupant des bâtiments officiels dans plusieurs villes, notamment Donetsk, ce matin. 40 000 soldats russes se trouvent désormais aux abords de la frontière de l'Ukraine.
Devant cette situation intenable, l'Ukraine, par la voix de son ambassadeur Yuri Sergeev, a lancé devant les membres du Conseil de sécurité des Nations unies un dernier cri d'alarme. Allons-nous rester sourds à cet appel? Allons-nous prendre le risque de voir la Russie annexer après la Crimée d'autres régions de l'Ukraine? La réunion du Conseil de sécurité n'a malheureusement pas permis de sortir de l'opposition frontale entre les positions russes et occidentales. Bientôt, un nouveau défi attendra l'Ukraine, plongée dans l'état d'urgence au point de remettre en cause les élections prévues le 25 mai prochain. Devant l'approfondissement de la crise, alors que les fondements même de la démocratie sont menacés, et face au risque d'éclatement du pays, l'Europe se doit à tout prix d'adopter une position ferme à l'égard des Russes et inviter au dialogue. Monsieur le ministre, à la veille d'un sommet quadripartite à Genève entre l'Ukraine, les États-Unis, la Russie et l'Union européenne, quelle est la position de la France et quelles informations pouvez-vous apporter à la représentation nationale? La parole est à Je vous monsieur remercie. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Monsieur le député François Rocheboine, la crise ukrainienne est la plus grave depuis la fin de la guerre froide. Et la responsabilité de cette escalade est connue de tous, elle revient à la Russie. L'annexion de la Crimée dans un premier temps et aujourd'hui la déstabilisation de l'Est de l'Ukraine constituent des événements d'une très grande gravité et vous l'avez dit, cette atteinte à la souveraineté de l'Ukraine n'est pas acceptable. Face à cette situation, Laurent Fabius a eu l'occasion hier d'indiquer la position de la France, fondée sur deux principes, fermeté et responsabilité. Fermeté par l'Union européenne, en renforçant les mesures de sanctions individuelles qui existent déjà et qui seront amenées à être renforcées dans les jours qui viennent. Fermeté dans le cadre de l'OTAN, et la France et ses alliés ont pris ce matin des mesures de réassurance renforcées auxquelles la France participera à la fois par la mise à disposition de ces AWACS pour la surveillance du ciel, mais aussi par la mise en place d'aviation de chasse en Pologne dès la fin de ce mois. Mais aussi responsabilité parce qu'il importe que la Russie renonce à l'escalade. Le dialogue doit se poursuivre afin que les élections prévues en Ukraine le 25 mai prochain puissent avoir lieu et que le retour de la stabilité en Ukraine soit possible. Et c'est de cela que nous attendons de la réunion quadripartite de demain à Genève dont vous avez fait état. Et si la Russie ne prend pas ce chemin, nous n'aurons d'autre choix que de nouvelles sanctions qui affecteraient son économie. Ce n'est pas notre souhait. Nous voulons la paix et la sécurité en Europe. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Claude Deganet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Qui suis-je? Je suis responsable du plus grand plan social que l'État ait jamais planifié. J'organise le démantèlement d'un secteur industriel de pointe et fragilise ce qu'il reste de la compétitivité énergétique de nos entreprises. Je programme l'effondrement industriel de régions entières. Je suis le président de la République, mes chers collègues, qui, à vos côtés, Monsieur le Premier ministre, s'entête à vouloir réduire arbitrairement la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% d'ici 2025. L'objectif, réaffirmé dans votre discours de politique générale, oppose le calcul politique brutal à une écologie de bon sens que nous appelons tous de nos vœux. Brutal pour plus de 40 000 agents et prestataires EDF, menacés par la fermeture d'une vingtaine de réacteurs de 900 MW, mais aussi pour l'ensemble des bassins de vie avoisinants qui verront disparaître une activité industrielle majeure. Alors pourquoi se priver d'un outil au service de notre compétitivité industrielle grâce à un prix de l'électricité inférieur à celui de nos voisins européens? Pourquoi se priver de la construction de nouveaux EPR qui feront de la France une vitrine mondiale pour la filière nucléaire? Pourquoi se priver d'une énergie qui n'émet pas de CO2
alors que nous devons réduire en priorité notre consommation d'énergie fossile, tout simplement pour faire plaisir à vos anciens alliés verts. Les Français ne méritent pas d'être victimes de ce chantage. Monsieur le Premier ministre, allez-vous nous dire quels réacteurs et quelles centrales seront concernés La par parole est à Madame Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, monsieur le député. Qui suis-je? Je ne suis qu'une modeste ministre de l'énergie. Je vais essayer de vous répondre. Je crois que le débat sur l'avenir énergétique de la France mérite peut-être autre chose que ces invectives ou que ces caricatures. Mais je vous appellerai d'ailleurs à nous faire part de vos compétences très prochainement, puisque nous aurons à débattre du projet de loi sur la mutation énergétique et nous aurons donc en toute transparence, en toute citoyenneté, à répondre devant les Français des choix que nous devons faire pour l'avenir énergétique de la France. Il est évident que la France doit défendre son autonomie, son indépendance énergétique, mais aussi doit répondre aux exigences environnementales qui fait que nous nous sommes engagés, sous l'impulsion du président de la République, rappelé par le Premier ministre, à faire monter en puissance les énergies renouvelables. La France n'est pas, je ne suis pas hostile à l'énergie nucléaire, je vous rassure, inutile de caricaturer les positions. En revanche, ce qui est absolument indispensable, c'est que les Français, et en premier lieu les parlementaires qui les représentent, soient associés aux grands choix financiers et technologiques. Lorsque des décisions sont prises sur Flamanville, dont aujourd'hui la facture est de plus de 8 milliards d'euros, est-ce que les parlementaires que vous êtes, est-ce que vous, monsieur le député, vous avez été associés à ces choix énergétiques? Non. Donc nous devons remettre de la clarté dans les choix énergétiques, nous devons assurer la souveraineté parlementaire dans ces choix et c'est ce que nous ferons lors du prochain débat. Merci. La parole est à Monsieur Édouard Fritsch. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, ma question s'adresse à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales. Madame la ministre, le 24 juillet dernier, j'ai pu vous interroger sur la possibilité que l'État décide d'accorder à nouveau son soutien financier à la Polynésie française afin d'assurer le retour à l'équilibre financier de notre régime de solidarité territoriale destiné aux plus démunis d'entre nous. Dans votre réponse, vous m'avez fait valoir que l'État avait besoin, pour se décider sur le sujet, de mandater au préalable une mission de l'Inspection générale des affaires sociales pour dresser un état des lieux et formuler des préconisations, avec une remise du rapport possible de cette mission au cours de l'automne 2013. Des motifs de retard dans le lancement de la mission ont fait que celle-ci n'a en définitive pu venir en Polynésie entre le 8 et le 18 décembre dernier, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Alors que l'urgence de la situation de notre régime commandait une diligence certaine dans la remise du rapport de ces missions, nous nous trouvons toujours 3 mois plus tard sans nouvelles sérieuses et certaines de la date de son dépôt définitif. Comprenez, Madame la Ministre, que nous puissions nous étonner et être choqués de la désinvolture apparente avec laquelle vos collaborateurs traitent la Polynésie française sur une question aussi importante que celle qui nous occupe. Nous attendons donc de vous des engagements fermes et clairs. Je rappelle, Madame la Ministre, que les Polynésiens qui ont tant contribué à la sécurité de la France doivent pouvoir continuer à bénéficier de la solidarité nationale. J'ajoute que dans le cadre des efforts importants de redressement accomplis par notre collectivité, nous avons besoin de ce signal positif vis-à-vis des agences de notation qui constituerait ce retour de l'accompagnement de l'État au régime du RSPF. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Édouard Fritsch, c'est vrai que vous marquez à nouveau votre préoccupation légitime pour la situation financière du régime de solidarité territoriale de la Polynésie française, puisque je veux rappeler que la Polynésie française dispose d'un système en propre en matière d'assurance ou de couverture maladie. Et j'y suis très attentive, je veux vous le dire, monsieur le député,
car les Polynésiens doivent évidemment pouvoir compter sur la solidarité et l'engagement de l'ensemble de la collectivité. C'est pour cela que je vous ai indiqué qu'une mission de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances, ainsi que de l'Inspection générale de l'administration se mettrait en place. Elle s'est rendue sur place, elle a eu une vision globale. Une vision globale, c'est ce qui explique qu'elle ait pris un peu de temps et son rapport me sera remis le 15 mai prochain. Et ce rapport doit nous permettre d'avancer en répondant à certaines questions. La première, c'est celle de déterminer les conditions du retour à l'équilibre financier du centre hospitalier et plus largement de la branche maladie de la Polynésie française. La deuxième question, elle est celle de la manière d'améliorer la gouvernance du système de santé. Enfin, il s'agit de voir comment, par une meilleure offre de soins de proximité, on peut développer la prévention et mieux répondre aux besoins de la population. Vous le voyez, monsieur le député, nous ne traitons pas avec légèreté la situation de la Polynésie. Nous voulons apporter des réponses de fond, ce qui explique que nous ayons besoin de creuser ces questions. Et lorsque le rapport me sera remis le 15 mai, je ne doute pas que nous aurons l'occasion de dialoguer et d'échanger autour de ces conclusions. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Barbier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie et du Redressement productif. Monsieur le Ministre, il y a tout juste une semaine, dans cet hémicycle, le Premier ministre a reconnu les vertus de l'entreprise. Il a reconnu que ce sont les entreprises qui, par leur activité, permettront le retour de la croissance et la baisse du chômage. La croissance n'est pas le fruit du hasard. La croissance se construit, se stimule et se provoque. Aujourd'hui, notre économie est à l'arrêt. Nous le constatons chaque jour sur le terrain. Vous avez contribué à rendre la fiscalité asphyxiante et les contraintes administratives encore plus insupportables. Il est urgent d'intervenir et d'agir pour libérer les forces vives de notre pays et de faire en sorte que les groupes français et étrangers continuent d'investir sur le territoire national. Car j'ai vu, dans ma circonscription en Isère, en reprenant les propres termes du Premier ministre, des visages fermés, des gorges nouées, des lèvres serrées. Ces visages des 185 salariés de l'entreprise Arjowiggins, inquiets pour leur avenir. Arjowiggins est l'une des 5 branches du groupe papetier Sequana, leader mondial de la fabrication de papier technique. Le groupe vient d'annoncer son souhait de transférer l'ensemble de l'activité en Écosse, un plan de restructuration avec une fermeture du site de Charavine. Je sais que des représentants des salariés seront reçus demain par votre ministère. Pour ma part, je souhaite vous poser 3 questions. Avez-vous validé en amont ce plan de restructuration, sachant que la Banque publique d'investissement est actionnaire à hauteur de 20% du capital de Sequana? Sinon, en tant qu'actionnaire, comment comptez-vous vous opposer à ce plan de restructuration? Et enfin, si vous échouez, vous opposerez-vous à la mise en place par le groupe d'une clause de non-concurrence qui condamnerait tout espoir de reprise du site? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. Monsieur le député Barbier, vous savez que le gouvernement partage votre souci d'encourager l'entrepreneuriat et de préserver et d'accroître l'attractivité internationale de notre territoire. Vous nous parlez de la situation de l'entreprise Arjowiggins qui se trouve dans votre circonscription. Le gouvernement est mobilisé sur ce dossier. Il s'agit d'une entreprise qui embauche 4 500 salariés dans le monde, l'un des leaders mondiaux de la production de papier technique et de création, un acteur secondaire aussi sur le marché du papier couché, papier glacé. Voilà un secteur industriel qui rencontre des difficultés, vous le savez, avec un très fort recul de la demande de papier couché, du fait de la dématérialisation, entre autres, un marché qui est surcapacitaire, un niveau d'endettement qui est très élevé. Alors, dans ces conditions, il était nécessaire d'initier un processus de négociation entre les actionnaires, entre les banques, sous l'égide du ministère. Des négociations intenses ont été menées. Elles ont abouti à un accord le jeudi 10 avril
dernier qui permet à l'entreprise de stabiliser sa situation et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Mais je réponds à votre question, oui, la restructuration est nécessaire. Elle est d'ailleurs indispensable pour assurer la survie du groupe. Les 2 sites français, Charavine en Isère et Viserne dans le Pas-de-Calais, feront l'objet d'une recherche de repreneurs. L'État suivra avec la plus grande attention ce processus de recherche, en particulier avec le soutien de l'AFI, l'Agence française des investissements internationaux. Vous avez mentionné la rencontre qui se tiendra demain avec les salariés du groupe. Voilà la solution de l'urgence qui est sociale et industrielle. Celle du long terme sera celle de la transformation numérique de la filière industrielle du papier. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.